Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ce dernier webinaire de la semaine sur les exigences SSI et tests d'intrusion pour la vague 2. Alors, ça va concerner les couloirs médecine de ville, officine, paramède et sage-femme. Pour les bonnes pratiques aujourd'hui, c'est comme pour les autres webinaires. Par défaut, micro-caméras sont coupées. Vous pouvez, pour vos questions, les poser dans la rubrique questions et réponses, plutôt là que dans la conversation. Et vous pouvez lever la main. Je peux alors débloquer votre micro pour que vous preniez la parole. Voilà, juste petite information avant de démarrer. Le prochain webinaire, c'est lundi sur le compte-rendu de biologie. Et il y en aura un ensuite qui s'est rajouté le 15 octobre sur le volet de synthèse médicale. Vous pouvez vous inscrire, je pense, à partir d'aujourd'hui ou lundi. Il va être publié aujourd'hui sur le site. Eh bien, du coup, je passe la parole. C'est Vincent Croisil, évidemment, qui va parler de la sécurité des systèmes d'information. Et je te passe la parole, Vincent. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui l'idée c'est de faire un petit tour des exigences que l'on retrouve dans le Ségur, dans la vague 2 du Ségur sur tout le périmètre de la sécurité des systèmes d'information. Donc en fait on peut diviser un petit peu le périmètre des exigences en deux gros morceaux. Il y a un premier morceau qui sont des exigences sécurité avec des preuves à fournir classiques comme vous pouvez l'avoir sur d'autres thématiques qui sont traitées dans le Ségur. Et puis, on a un test d'intrusion en fait qui doit être réalisé, alors qui cette fois-ci donc n'est pas dans les exigences, mais qui est l'un des prérequis qui est attendu pour obtenir l'habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect. Et donc là, voilà, on a un test d'intrusion qui doit être réalisé. Donc l'idée, c'est de faire aujourd'hui un petit peu le tour de ces exigences et de ce test d'intrusion pour être sûr que vous ayez tous les éléments pour pouvoir travailler sur ces sujets. Alors, je vais passer. Donc on va commencer par regarder le périmètre des exigences SSI. Voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et puis on aura des temps de pause pour prendre un petit peu en compte les questions et essayer de vous apporter des éléments de réponse. Alors, concernant les exigences que l'on retrouve sur la sécurité des systèmes d'information. D'abord, pour expliquer un petit peu le contexte. Donc, vous savez tous aujourd'hui que l'actualité d'ailleurs relaie de plus en plus des cas de cyberattaques qui peuvent toucher des structures de santé. Alors quand je dis structures de santé, je parle au sens large parce que évidemment celles qui sont médiatisées, c'est celles qui touchent des centres hospitaliers, des grosses structures de santé. Mais voilà, les cabinets aussi de médecins, les pharmacies, les officines, les différents cabinets libéraux qu'on peut rencontrer sont aussi concernés par ces cyberattaques, même si c'est moins relayé, c'est vrai, par les médias. Et donc, dans certains cas, ça peut avoir un impact qui est grave, voire même pour ces plus petites structures, ça peut être irréversible dans certains cas. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Et puis, tout autant que des gros centres hospitaliers, les cabinets, notamment de libéraux, peuvent manipuler des données de santé à caractère personnel, donc qui sont voilà, tout aussi sensibles que celles qui sont manipulées dans des centres hospitaliers, donc qu'il faut protéger aussi en conséquence. Par ailleurs, toutes les applications que vous développez, elles sont amenées ensuite à s'interconnecter à mon espace santé, notamment au dossier médical partagé. Donc, forcément, il y a aussi des risques en bout de chaîne qui peuvent concerner du coup ces accès. Et donc, il est important de bien sécuriser les solutions. Et puis, ces solutions, elles peuvent constituer dans tous les cas un vecteur d'attaque pour un attaquant, c'est-à-dire que ça peut être intéressant de regarder
quelles sont les vulnérabilités que peuvent comporter ces solutions pour essayer derrière d'accéder à des bases de données ou à des données de santé à caractère personnel. Voilà, donc l'ambition du Ségur sur ce domaine-là, c'est de faire en sorte qu'on ait un partage fluide et sécurisé des données de santé. Donc c'est la raison pour laquelle on aborde aussi cette dimension cybersécurité qui devient très importante, enfin qui a toujours été, mais qui est de plus en plus indispensable. Et donc c'est important aussi que dans le Ségur, on prenne en compte ces sujets-là, et notamment dans vos développements. Alors, pour expliquer un petit peu comment se découpent les exigences SSI. Donc on va avoir en fait 3 gros blocs d'exigences, enfin, trois blocs d'exigences, parce que certains, il y en a assez peu. Celui où on retrouve le plus d'exigences de sécurité, c'est un socle commun d'exigences SSI. Donc c'est en fait des exigences qui pour nous sont vraiment critiques, sont très importantes et doivent être prises en compte au sein de vos structures. Et donc c'est ce qui va permettre de garantir un niveau de sécurité suffisant aussi derrière des solutions que vous développez. Voilà, donc ces exigences, elles sont validées en se basant sur une revue documentaire. En général, on vous demande de fournir un certain nombre de documents qui constituent des preuves pour répondre à ces exigences. Et on va vérifier ces documents pour s'assurer qu'ils comportent bien les éléments qui sont attendus pour répondre aux exigences de sécurité. Ensuite, on a un deuxième bloc d'exigences qui va porter sur l'identification électronique. Donc en fait, vous devez probablement savoir qu'il y a un référentiel d'identification électronique qui dicte un petit peu les règles à respecter pour les différents acteurs de santé et du médico-social d'ailleurs. Sur l'identification électronique, donc de quelle façon on va s'identifier, c'est-à-dire indiquer qui l'on est, et puis s'authentifier, c'est-à-dire prouver que l'on est bien la personne qu'on prétend être. Voilà, identification, authentification sont au cœur des sujets de ce second bloc. Voilà. Et ensuite, on a un dernier bloc d'exigences plus petit qui porte sur la gestion des identités. Donc on va notamment regarder pour vos logiciels, donc on a moins d'exigences qu'on peut l'avoir par exemple pour d'autres task force, comme lorsque les task force qui sont du côté de l'hôpital, sur les DPI et les PFI par exemple, puisque là c'est des logiciels qui sont amenés à être interconnectés au sein d'un SI. Un peu de taille importante. Ici, voilà, on est quand même sur un nombre d'exigences plus raisonnable où on va s'attacher notamment à la gestion des traces et aux politiques de mots de passe pour les comptes d'administration. S'assurer que pour les comptes d'administration, les comptes à privilèges qui sont les plus sensibles, puisqu'ils permettent derrière d'avoir des accès avec des privilèges, des permissions importantes. Voilà, on va s'assurer que si ce sont des mots de passe qui sont utilisés, qu'ils soient suffisamment robustes et puis qu'on ne puisse pas aussi en essayer trop de combinaisons, qu'on soit bloqué au bout d'un certain nombre d'essais, de tentatives. Je poursuis pour vous montrer un petit peu plus en détail les exigences qu'on va retrouver. Donc d'abord sur le socle commun SSI, voilà, on est sur des exigences qui sont très génériques, hein, qu'on retrouve souvent dans la plupart des sujets dès qu'on parle de cybersécurité. La première, elle est très simple, ça consiste à s'assurer que vous avez bien désigné au sein de vos structures des responsables du suivi et du maintien des mesures de sécurité. Parce que forcément, s'il n'y a personne chez vous qui est en charge de la sécurité, on se doute que la sécurité ne doit pas être forcément bien gérée. Donc c'est important de s'assurer que vous avez bien identifié des personnes responsables de la sécurité au sein de vos structures.
Donc voilà, on vous demande juste d'identifier la liste des responsables, s'il y en a plusieurs ou un seul. Ça peut être une personne qui est en charge de la sécurité, mais aussi d'autres choses, c'est pas un problème. Par contre, voilà, on vous demande juste de lister les personnes concernées et d'indiquer à quel niveau elles interviennent dans le suivi de la sécurité au sein de votre structure. Ensuite, on a une seconde exigence qui est aussi assez classique, qui concerne la sensibilisation des équipes en charge. En fait, en cybersécurité, on peut s'en rendre compte voilà, très régulièrement au quotidien, notamment au niveau du CERT santé, même si on a assuré la sécurité de façon optimale d'une solution ou d'un système d'information, le risque aussi, c'est toujours qu'il y ait une personne au sein de la structure qui ne soit pas sensibilisée aux différents types d'incidents de sécurité auxquels il pourrait être soumis et qui donc va faire une erreur, ou en tout cas va permettre à un attaquant de rentrer dans le système d'information, dans la solution. Donc pour se prémunir de ça, c'est important de sensibiliser régulièrement les équipes en charge. Donc on parle de toutes les équipes qui interviennent au sein des activités de conception, développement, mais aussi ensuite sur l'installation et puis la maintenance, le support, etc. Donc voilà, à tous les niveaux, c'est important que les personnes soient bien sensibilisées de façon régulière pour s'assurer que voilà, qu'elles vont réagir correctement si jamais elles sont confrontées à une attaque. Ensuite, il y a ce qui concerne le plan d'assurance sécurité du produit. Donc là, ça concerne pas forcément enfin, ça va pas tous vous concerner, ça va concerner en fait les industriels ou voilà, les éditeurs qui hébergent tout ou partie des composants du système. Donc, par exemple, si vous proposez une solution SaaS, voilà, donc c'est important de vérifier que la sécurité est bien prise en compte, qu'il y a bien des mesures de sécurité, des engagements entre l'hébergeur et puis la structure utilisatrice. Donc voilà, donc si vous avez une solution qui est commercialisée on-premise, donc du coup qui va être sur le réseau sur le poste du médecin, du professionnel de santé, du coup forcément vous n'êtes pas concerné. Par contre, si votre solution elle est proposée en SaaS ou autrement, si vous hébergez tout ou partie, là vous allez devoir regarder cette partie-là. Après, ce qui concerne le développement sécurisé, ça veut dire que c'est important de définir des bonnes pratiques pour le développement et la configuration. Voilà, pour s'assurer que lorsque vous développez, par exemple, vous avez bien mis en œuvre une vérification de la qualité du code, que vous assurez que les bibliothèques que vous utilisez, elles sont toujours à jour et qu'il n'y a pas eu de failles, de vulnérabilité qui ont été corrigées et qui méritent de mettre à jour ces bibliothèques, que vous sécurisez bien la plateforme système, etc. Donc voilà, c'est important qu'il y ait des bonnes pratiques qui soient utilisées pour un développement sécurisé. Ensuite, on a ce qui concerne la veille et le patch management. Ça, c'est un sujet qui est vraiment essentiel. Comme je le disais un petit peu juste avant, il y a tous les jours, en fait, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes sur des composants, sur des logiciels, sur des librairies. Et donc, c'est important d'assurer une veille régulière sur ces vulnérabilités pour pouvoir mettre à jour, installer les patchs, les mises à jour qui sont distribuées pour s'assurer que votre solution est la plus sécurisée possible. Si on ne fait pas ça régulièrement, malheureusement, il y a des vulnérabilités qui vont rester présentes dans vos solutions et qui peuvent être exploitées par un attaquant pour rentrer sur le système.
Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, c'est la réalisation des sauvegardes. Donc ce qu'on peut observer, notamment si je prends un exemple dont vous avez probablement entendu parler, pour tout ce qui est des rançongiciels ou ransomware, qui sont des attaques dans lesquelles le principe est que l'attaquant va chiffrer en fait l'ensemble des données et il va vous prendre en otage un petit peu la personne, enfin l'entité à laquelle appartiennent ces données. Voilà, et il va demander une rançon. Dans ce cas-là, en fait, si vous n'avez pas s'il n'y a pas de sauvegarde disponible, ça peut être très compliqué. Alors que s'il y a une sauvegarde qui est effectuée régulièrement, elle est faite, elle est bien protégée pour qu'elle ne puisse pas être chiffrée et qu'on puisse la réutiliser, on va pouvoir sortir de ce type d'incident de sécurité de façon très simple en fait, juste en réinstallant tout à partir de la sauvegarde. Donc c'est vraiment crucial de pouvoir réaliser des sauvegardes. Et donc c'est pas forcément vous qui allez systématiquement les réaliser. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de proposer une procédure de sauvegarde et de restauration, ainsi que la documentation qui permet de le réaliser. Voilà, donc ça, c'est les exigences du socle commun, c'est des exigences qu'on estime vraiment, vraiment importantes et qui concernent toutes les solutions. Ensuite, si on prend le second bloc sur l'identification électronique. Donc là, on va retrouver des exigences assez simples qui sont plutôt orientées sur l'identification électronique, du coup. La première, elle porte sur la gestion des comptes utilisateurs. On va s'assurer qu'il y a un certain nombre d'attributs qui sont bien gérés au niveau du compte utilisateur, comme le numéro RPPS s'il existe, ou identifiant privé, hein, s'il n'y a pas de numéro RPPS mais un identifiant privé. Dans ce cas-là, c'est important d'assurer son unicité. Nom d'exercice, prénom, profession. Voilà, ça c'est des éléments qu'il est important de retrouver, qui vont permettre aussi, quand cette solution va s'interconnecter avec un service numérique en santé, par exemple, de faciliter en fait la connexion à ces services à partir de ces éléments-là notamment. Après, on a des exigences qui portent sur la fermeture le verrouillage de session. Donc la première, elle porte sur le fait de disposer d'un bouton qui va permettre simplement au professionnel de fermer sa session. C'est-à-dire que la session, elle ne reste pas ouverte éternellement. Voilà, le professionnel de santé a possibilité de cliquer, la session est fermée. Et ça évite que quelqu'un passe derrière, puisse la récupérer, ou même à distance, dans certains cas, que l'on puisse récupérer une session ouverte, si jamais on a une vulnérabilité qui est présente, et qu'on puisse l'utiliser. Donc voilà, c'est important de disposer de cette fonctionnalité-là, et on demande à ce qu'elle soit mise en œuvre. Et puis, c'est important d'avoir aussi un verrouillage de la session. Donc là, on ne demande pas forcément de la fermer, mais on demande à ce qu'elle soit verrouillée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas entrer dessus si on est sur le poste du professionnel de santé. Et donc, c'est important que le système puisse se verrouiller après une durée d'inactivité que l'on demande 2 heures ou moins. Parce qu'on estime que voilà, c'est une bonne durée, ça permet, même si le professionnel de santé doit faire un examen, etc., voilà, 2 heures, normalement, ça laisse quand même le temps de pouvoir quitter le poste, revenir. Donc voilà, on estime que c'est une bonne durée, c'est la durée max. Ça peut être moins, bien sûr. Voilà, l'idée, c'est que le professionnel de santé puisse s'adapter à son contexte. S'il est dans un cabinet dans lequel le poste va être accessible parfois au public ou à d'autres personnes, ou s'il est dans un bureau fermé, voilà, c'est quand même moins, il y a quand même moins de risques. Voilà, on pourra adapter cette durée d'inactivité en fonction du contexte. Et sachant que pour les LGO, voilà, cette durée de 2 heures, elle pourrait être, elle est en cours de validation, elle va probablement être un petit peu plus
courte, puisqu'il est prévu voilà, que pour les LGO, une utilisation de moyens d'identification électronique de type clé FIDO2 puisse être utilisée. Mais ça, c'est encore en cours de validation chez nous. Passe à la suite, donc sur la partie maintenant qui concerne plutôt la gestion des identités, des mots de passe. Donc il y a juste deux exigences qu'on va retrouver ici. L'une qui va concerner les traces, c'est-à-dire les logs. Donc l'idée c'est que on puisse stocker un certain nombre d'informations qui sont pour nous les plus essentielles et qui vont permettre d'investiguer si jamais on a un incident de sécurité notamment. Et donc, on parle des opérations qui concernent le cycle de vie des comptes, c'est-à-dire par exemple une modification d'attribut d'identité. Par exemple, si je modifie le nom d'une personne ou son adresse mail, ou voilà, ce type de choses, ça va avoir, c'est important de le tracer parce que ça peut avoir un impact. S'il s'agit des permissions qui sont modifiées, des tentatives de connexion ou de modification de mots de passe. Donc voilà, ça permet qu'on puisse investiguer derrière s'il y a eu des tentatives de connexion en échec, par exemple, plusieurs. On peut se poser des questions et ça permet voilà, de pouvoir investiguer et retrouver ces éléments d'information. Et enfin, la dernière concerne les mots de passe pour les comptes d'administration. Donc voilà, si le système met à disposition des comptes admin qui sont accessibles, il faut que si dans le cas où un mot de passe est utilisé, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles qui soient respectées pour que ce mot de passe soit robuste et qu'il ne puisse pas être facilement découvert. Et donc là, en l'occurrence, on donne un certain nombre de critères à respecter sur le nombre de caractères, le type de jeu de caractères, les délais d'expiration et sur la mise en œuvre d'un blocage au bout d'un certain nombre de tentatives pour qu'on puisse pas voilà, tenter 10 000 mots de passe différents sans être arrêté. Voilà un petit peu les éléments que je peux vous partager. Donc concernant les traces, donc ça va concerner les profils de structures d'exercice coordonnées pour les LGC, les structures de ville, Paramed et LGO uniquement. Voilà, donc pour l'instant on a fait le tour de tout ce qui est exigence de sécurité des systèmes d'information. On va passer ensuite à la partie test d'intrusion. Déjà à ce niveau, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui restent à clarifier? Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, par exemple dans le chat, et on va essayer de les prendre. Je ne sais pas du côté Magali. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok. Ok, écoutez, si c'est clair pour vous, on va enchaîner sur la suite. Dans tous les cas, il y aura un autre temps à la fin pour poser des questions. Je pense qu'on aura largement le temps. Je vois qu'il y a une question qui est posée. Pardon, ça charge. 2 heures, c'est pas trop. Alors 2 heures, donc je rappelle que 2 heures, c'est la durée au bout duquel la session doit se verrouiller. Et donc c'est un maximum. Ça veut dire que ça doit être paramétrable. Donc voilà. Donc, comme j'expliquais, c'est vraiment propre au contexte, hein. Si on est avec un professionnel de santé qui est dans un bureau seul, il n'y a pas vraiment d'accès au public sur son poste. C'est vrai que voilà, c'est pas forcément scandaleux qui se verrouille au bout de 2 heures. Ça peut s'entendre. Maintenant, si on est dans un cabinet avec un poste qui est ouvert dans un espace public,
évidemment, là, 2 heures, ce sera beaucoup trop et il faudra plutôt mettre peut-être même 5 minutes, voilà, pour que ce soit comment ça corresponde plus, enfin, qu'il n'y ait pas de risque. Et donc voilà, donc 2 heures, c'est un maximum. Après, voilà, il faut que ce soit paramétrable et que du coup, le professionnel de santé puisse s'adapter à son contexte. Je vois pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas, hein, si, voilà, il y a pas de questions bêtes, hein. On essaie de répondre à toutes les questions. On n'a pas d'autres, là tu peux continuer. OK. Donc, je poursuis sur la partie, test d'intrusion. Donc, heu, donc sur la partie test d'intrusion, donc pour rappel, c'est pas une exigence en tant que telle que vous allez retrouver, comme les autres exigences que j'évoquais avant. En fait, c'est un prérequis, pour obtenir l'habilitation à l'espace de confiance, ProSanté Connect. Donc en fait, hem, vous allez devoir, voilà, vous allez avoir un test d'intrusion qui va concerner, le logiciel de professionnel de santé, donc LGC, LGO, et cetera, en fonction du type de logiciel que vous proposez. Et il va y avoir un test d'intrusion proxy, donc pour les accès aux API ProSanté connectées via un proxy e-santé, qui est l'un des objectifs, notamment de l'habilitation espace de confiance ProSanté Connect, de pouvoir interroger ces API. Donc il y a en fait 2 tests d'intrusion, voilà, pour valider cette habilitation espace de confiance ProSanté Connect. Alors, ces tests d'intrusion, en fait, ils donnent lieu au remplissage d'un formulaire qui peut être rempli par l'auditeur et qu'ensuite vous allez soumettre comme preuve. C'est ça, en fait, qui va constituer l'élément de preuve que vous allez fournir à ProSanté Connect pour valider du coup l'habilitation espace de confiance. C'est important de préciser en fait que donc ce test d'intrusion, il doit être réalisé par un prestataire qualifié PASI. Alors qu'est-ce que c'est? Donc PASI, c'est pour prestataire d'audit de sécurité des systèmes d'information. Donc c'est une qualification en fait qui est donnée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, à un auditeur. Et donc, du coup, si cet auditeur fait partie d'un cabinet d'audit, du coup, le cabinet d'audit dispose de cette qualification. Alors, en fait, on ne demande pas à ce que ce soit réalisé par un auditeur qualifié PASI, c'est important de le préciser, parce que du coup, des auditeurs qualifiés PASI, forcément, il y en a moins. Ça coûte aussi plus cher et donc on n'a pas voulu faire monter le prix de l'audit. Donc ça peut être réalisé par tout auditeur qui n'est pas forcément qualifié PASI. Par contre, il faut que son cabinet, son entreprise d'audit, elle soit, elle, qualifiée PASI. Ça veut dire qu'il y ait un auditeur au sein de la structure qui est qualifié PASI. On demande ça voilà, pour s'assurer en fait que le l'audit qui va être réalisé va être d'une qualité suffisante. Du coup, le fait qu'il y ait un auditeur au sein du prestataire qui est qualifié, il va pouvoir voilà, partager son expérience avec ses collègues et ainsi on a quand même euh, une certitude que c'est pas, enfin, c'est quand même des personnes qui savent ce qu'ils font, qui vont réaliser cet audit, qui ont l'expertise nécessaire pour le réaliser. Donc voilà, donc je répète, voilà, c'est un audit PASI, mais pas forcément réalisé par un auditeur qui dispose de la certification PASI. Euh, voilà. Et donc pour réaliser cet audit, donc il y a un guide qui va être mis à votre disposition, qui explique un petit peu tous les grands principes, quels sont les entrants, et qu'est-ce qu'on attend de votre part,
qu'est-ce que vous devez fournir comme information à l'auditeur qui va le réaliser, etc. Ces éléments-là, on va aujourd'hui les passer un petit peu en revue, mais voilà, sachez que vous retrouverez tous ces éléments-là détaillés au sein de ce guide. Et puis après, on a un formulaire, c'est en fait une grille d'audit qui doit être téléchargée que vous devez télécharger et en fait qui va être complété par l'auditeur pour générer du coup le document qui servira de preuve comme quoi voilà, cet audit a bien été réalisé et qu'il il ne laisse pas en tout cas il n'y a pas de vulnérabilités bloquantes qui ont été découvertes. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le contenu maintenant de ce test d'intrusion, alors d'abord pour parler de la base de conception du test d'intrusion, voilà, on n'est pas parti, on n'a pas réinventé la roue sur le sujet en fait, hein. Il y a un certain nombre d'organismes qui se chargent de recenser les vulnérabilités les plus connues et qui proposent des éléments. L'OWASP est l'un des plus grands représentants sur le sujet. Donc OWASP, c'est pour Open Web Application Security Project. Donc c'est une organisation à but non lucratif qui est mondialement reconnue en matière de cybersécurité. Qui travaille essentiellement sur les sujets en lien avec les applications web, mais pas que. Il y a aussi des choses qui vont concerner des applications même de type client lourd. Et donc, l'OWASP publie et met à jour une liste sous forme de top 10 des principales vulnérabilités que l'on va retrouver et qui sont les plus exploitées sur le terrain. Donc voilà, c'est en gros ce qui constitue les principales menaces et donc c'est ce qui va être ciblé en priorité par les attaquants. Donc voilà, donc ce qu'on essaie de faire, c'est de se baser sur ce top 10 OWASP pour cibler les vulnérabilités qui présentent le plus de risques parce qu'on sait qu'elles vont elles ont toutes les chances d'être exploitées par un attaquant. Donc voilà, on essaie de se concentrer vraiment sur l'essentiel. On va pas, vous n'allez pas retrouver des points qui sont plus ou moins anecdotiques. Ici, enfin, on a essayé vraiment de se concentrer sur des choses très importantes. Et puis alors donc vous allez retrouver au niveau du guide dont je parlais tout à l'heure le lien entre les différents points de contrôle que vous allez retrouver sur le formulaire et le top 10 OWASP. Voilà, pour bien comprendre en fait où est-ce que chaque point de contrôle sur quoi chaque point de contrôle va porter sur cette liste de vulnérabilités. Et donc tout ça c'est important en fait d'avoir ce formulaire commun avec des points de contrôle précis pour permettre d'assurer une équité entre vous et que le fait de passer d'abord par un prestataire d'audit PASI, on est sûr que vous allez tous passer par un auditeur qui a l'expertise pour le réaliser. Et puis en plus, il y a une liste de points de contrôle qui est donnée. Et donc, on est sûr que ça va être les mêmes tests qui vont être réalisés d'un éditeur à un autre. Donc ça permet vraiment d'assurer cette équité qui est importante dans le cadre du Ségur. Alors après, sur les points de contrôle qu'on va retrouver dans le formulaire, donc on va retrouver des points de contrôle qui sont communs à toutes les solutions, quelles qu'elles soient. Donc on est sur des thématiques de cybersécurité qui s'appliquent quel que soit le type d'architecture. Donc là, on a 15 à 18 points de contrôle qui concernent toutes les solutions. Et puis en fait, on va pas regarder les mêmes choses si on est sur une application web que si on est sur un client lourd, par exemple, ou une application mobile. Forcément, il y a des choses qui sont propres à chacun de ces contextes. Et donc là, on va retrouver des points de contrôle plus spécifiques au type de solution.
qui vont, voilà, donc on a 20 à 23 points de contrôle qu'on va retrouver qui sont propres à l'architecture de la solution. Donc je vais vous montrer après, on regardera un petit peu le formulaire pour que vous voyez comment on s'y retrouve là-dedans et comment ça se passe. Et donc, alors ça c'est très important sur les niveaux de gravité. En fait, pour chacun des points de contrôle qu'on va retrouver dans le formulaire, il y a un niveau de gravité qui est indiqué. Donc vous allez retrouver pour certains points de contrôle un niveau de gravité haute, parce qu'on estime que si on a une non-conformité à ce point-là de contrôle, c'est potentiellement grave, parce que ça veut dire que un attaquant pourrait potentiellement prendre le contrôle sur tout ou partie de la solution. Et donc, forcément, c'est un point qui doit être couvert et qui est indispensable pour valider ce test d'intrusion. Donc voilà, donc il faut vraiment vous concentrer sur ces points-là qui sont en gravité haute parce qu'ils sont en quelque sorte éliminatoires si vous avez une non-conformité dessus. Et puis après, vous allez retrouver des points de contrôle qui sont avec un niveau de gravité moyenne. Et donc là, on a fait preuve d'un peu plus de flexibilité parce qu'on estime que ces points, il faudrait qu'il y en ait plusieurs en fait pour que un attaquant puisse vraiment aller un petit peu plus loin et prendre le contrôle sur la solution. Donc là, on est beaucoup plus flexible et on a été même très flexible parce que c'est rare que l'on ait qu'il y ait autant de flexibilité lors d'un test d'intrusion. Voilà, là, on a considéré que voilà, pour certaines applications, ce serait le premier, et donc on a été très flexible. Et donc, sur ces points qui sont en gravité moyenne, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 10 réponses négatives, donc 10 points qui ne seraient pas conformes, sans que ce soit bloquant. Par contre, voilà, au 11e point en gravité moyenne qui ne serait pas couvert, là, par contre, c'est bloquant. Voilà. Et puis après, il y a des points qui sont indiqués comme non applicables. Voilà, pour certaines architectures un peu anciennes, parce qu'on a vu qu'il y en avait sur des architectures de type 2 tiers notamment. Quand on a par exemple le client qui va taper directement sur la base de données sans serveur d'application intermédiaire. Voilà, c'est des architectures qui sont plus trop utilisées aujourd'hui, mais il en reste encore un petit peu. Donc dans ces cas-là, voilà, il y a certains points de contrôle qui sont notés non applicables, c'est-à-dire qu'ils doivent être audités pour que vous puissiez être conscient éventuellement d'une vulnérabilité qu'il pourrait y avoir sur cette thématique-là. Par contre, ils ne rentreront pas dans l'évaluation du score. Voilà. Et donc, tout ça, en fait, il y a un calcul ensuite qui est fait au niveau du formulaire avec une macro qui va générer automatiquement le rapport d'audit et qui va calculer le nombre de points de contrôle en gravité haute, gravité moyenne, pour indiquer si c'est bon ou c'est pas bon, le test d'intrusion. Et donc, si c'est pas bon, il faut potentiellement faire des petites corrections pour arriver à valider le test d'intrusion. Alors, à propos du planning et des phases d'audit, donc pour expliquer les différentes phases, que ce soit bien clair, de réalisation de ce test d'intrusion, on a d'abord une phase de cadrage. C'est-à-dire que d'abord, vous allez contractualiser avec un prestataire PASI. Donc vous allez signer avec lui un contrat. Moi, ce que je vous recommande, surtout si vous n'avez encore jamais fait de test d'intrusion de votre solution, c'est d'essayer d'inclure dès le départ une clause de revoyure où si jamais il y a des points de contrôle qui ne sont pas validés, qui sont bloquants, le prestataire prévoit de vous laisser suffisamment de temps pour corriger et de repasser derrière pour valider que c'est bien corrigé et mettre à jour le formulaire. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec le prestataire d'audit. Ensuite, la deuxième étape, cette phase de cadrage, ça va être de communiquer un certain nombre d'entrants à l'auditeur.
D'abord les dates de réalisation de l'audit, lui donner accès à la solution logicielle pour qu'il puisse l'auditer. Voilà, et puis lui donner un certain nombre de contacts et d'éléments qui sont nécessaires pour réaliser ce test d'intrusion. Ensuite, on rentre dans la phase de test à proprement parler. Donc cette phase de test, elle va consister, donc il va y avoir d'abord des tests techniques hein, qui sont réalisés du coup sur le logiciel. Donc on estime que ces tests ils doivent durer en général 3 à 4 jours. C'est ce qu'on a testé notamment lors de POC et c'est ce qui nous paraît correct par rapport à ce qui est demandé. Il faut savoir que voilà, pour l'ensemble du processus, en incluant la phase de cadrage, la phase de test, le rapport et la communication des résultats, on a estimé qu'au total, voilà, 5 jours hommes étaient en général nécessaires. Donc pour poursuivre dans la phase de test, une fois les tests techniques réalisés, le prestataire, l'auditeur va recenser les non-conformités, qui va identifier les failles, vulnérabilités qui pourraient être découvertes dans l'application. Et il va compléter le formulaire que l'on propose avec les différents points qui auraient été les différentes non-conformités ou la validation des points si tout est OK. Et donc, une fois le formulaire rempli, il va générer un PDF à partir de ce formulaire avec la macro qui est présente dans le formulaire Excel. Une fois ce PDF généré, il va devoir le signer électroniquement. Alors cette signature électronique, elle est importante parce que ça permet de s'assurer d'abord que c'est bien un prestataire PASSI qui a réalisé le test d'intrusion, puisque c'est une des exigences. Et puis aussi, et surtout, s'assurer que ça permet de garantir l'intégrité du rapport et donc de s'assurer que une fois qu'il l'a signé, vous n'avez pas pu le modifier et donc l'élément de preuve que vous nous relayez, ça correspond à ce qui a été validé par l'auditeur. Donc voilà, ça permet de garantir la preuve que vous nous transmettez. Alors bien sûr, si jamais sur le premier remplissage du formulaire, on s'aperçoit qu'il y a des points qui sont bloquants, qui doivent être corrigés, voilà, vous aurez une phase d'échange avec l'auditeur pour essayer de bien comprendre déjà quels sont les points qui posent problème et lui permettre du coup et vous permettre de corriger en fait les éventuelles non-conformités qui auraient été découvertes. Et puis du coup ça fait une boucle hein, forcément, et donc une fois les éléments corrigés, il faudra repasser par la case valider les différents points, remplir le formulaire de test d'intrusion du côté de l'auditeur, et puis générer un nouveau PDF donc qui sera cette fois-ci validé et qui vous permettra de disposer d'un rapport validé qui constitue une preuve nécessaire pour l'habilitation espace de confiance ProSanté Connect. Voilà, donc ça c'est pour les deux tests d'intrusion en fait, puisqu'il y en a deux. Il y en a un sur la partie logicielle de professionnels de santé et un plus sur la partie proxy. Alors sur les éléments qui sont attendus durant la phase de cadrage. Donc il y a un certain nombre de prérequis. Parmi les prérequis notamment, il est important de proposer un environnement qui soit isoprod. Voilà, l'idée c'est d'être dans des conditions les plus proches de ce de ce qu'on pourrait avoir en production, mais il faut que ce soit un environnement sur lequel on va pouvoir faire un test d'intrusion où il n'y a pas de risque de faire planter l'application. Donc en général c'est un environnement de test, mais qu'on essaie de mettre dans des conditions proches de ce qu'on va avoir en production pour que les tests soient le plus réalistes possible. Bien sûr, il faudra que l'application elle soit fournie dans la version majeure qui correspond à celle pour laquelle vous candidatez dans le cadre du Ségur.
Voilà, c'est important de le préciser, même si ça peut paraître logique. Ensuite, bah, si jamais vous êtes, je ne sais pas, sur votre plateforme de test, vous avez des dispositifs de sécurité tels que bah, des web application firewall, des sondes, passerelles, etc., qui sont utilisés chez vous sur votre système d'information, bah, il faudra du coup lors du test essayer de les désactiver au maximum pour qu'on soit dans des conditions identiques bah, à la solution que vous commercialisez, parce que voilà, on peut pas garantir que bah, chez votre client ça va être installé avec tous ces dispositifs de sécurité. Donc l'idée c'est de tester l'application commerciale telle qu'elle est commercialisée. Et puis, il faudra renseigner le type d'application dans le formulaire. Ça, on verra après, du coup, à quoi ça correspond. Voilà, on passera après sur le formulaire pour le voir plus en détail. Et puis après, il y a un certain nombre d'entrants à fournir. Donc, il faudra fournir plusieurs comptes avec différents niveaux de privilèges. Donc, il y a voilà, éventuellement un compte utilisateur, un compte administrateur, ce qui va permettre à l'auditeur de s'assurer que il n'y a pas voilà, de communication entre les deux, qu'il n'y a pas voilà, qu'on peut pas passer, on peut pas accéder à d'autres comptes depuis certains comptes. La liste des comptes génériques, s'il y en a, une matrice de flux, alors ça c'est un élément, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider. On a aussi l'extract des logs techniques. Donc il y a un certain nombre de points de contrôle qui concernent les logs. Et donc on attend de votre part à ce que après le premier jour de test réalisé par l'auditeur, vous puissiez lui fournir ces logs pour qu'il puisse s'assurer que vous tracez bien dans vos logs les éléments importants qui sont attendus. Voilà, et puis dans certains cas, pour les LGO, par exemple, il y aura potentiellement un MIE, un moyen d'identification électronique de type clé ou carte FIDO2 à fournir à l'auditeur si voilà, l'application est prévue pour fonctionner de cette façon-là pour qu'il puisse réaliser le test. Voilà. Et puis après, voilà, il y a aussi des points qui sont propres au type d'application. Donc évidemment, si c'est une application web, ça sera tout simplement une URL à fournir, mais voilà, ça pourrait être si c'est une application mobile, une APK, etc. Voilà. Et puis alors après, pour les règles de remplissage du formulaire, on va retrouver, on va le voir après plus en détail, mais en fait, il y aura deux onglets à remplir. Un onglet avec les points de contrôle qui sont communs pour toutes les solutions. Un onglet pour les points de contrôle qui sont propres au type de solution. Par exemple, si pour un client lourd, il y aura un onglet spécifique. Si c'est une application web, quand vous allez la sélectionner, c'est l'onglet qui est propre aux applications web qui va rester. Et donc, au final, il y aura juste à compléter les onglets qui resteront lorsque vous aurez coché la bonne case. Voilà. Et puis donc, alors à chaque fois, c'est important, j'en ai pas encore parlé, mais voilà, ce qu'on attend pour chacun des points de contrôle, c'est que l'auditeur dise oui, c'est conforme, non, ce n'est pas conforme, ou non applicable. Alors ça, c'est voilà, c'est une flexibilité que l'on offre aussi, parce qu'on peut être dans un contexte où en fait le point de contrôle, parce qu'on est dans un contexte très spécifique, il ne va pas avoir de sens. C'est uniquement dans ce cas-là, en fait, on peut considérer que c'est pas applicable. Et donc, si c'est le cas, l'auditeur pourra indiquer non applicable à condition derrière qu'il argumente. Donc, il y a une case commentaire, en fait, qui permet d'argumenter en expliquant pourquoi il estime que ce point de contrôle-là, il a pas de sens, en fait, dans votre contexte. Voilà, donc il y a quand même cette flexibilité-là aussi qui est permise, voilà, parce que il y a tellement d'applications différentes que il faut aussi penser à tous les cas de figure qui pourraient être rencontrés. Et puis, on peut avoir le cas d'architecture multiple. C'est le cas si votre application, par exemple, vous la proposez en tant qu'application web,
ou en tant que, par exemple, vous avez un client lourd, mais vous avez aussi une application mobile pour que le professionnel de santé puisse l'utiliser quand il est en déplacement depuis son smartphone ou depuis une tablette. Si voilà, s'il y a les deux contextes, il faut il faut remplir un formulaire pour chaque contexte, parce qu'évidemment, le code va pas être exactement le même et les librairies utilisées, etc., ne seront pas forcément les mêmes. Donc c'est important de traiter chaque contexte de façon différente. Donc ça, c'est à prévoir au début dans la phase de cadrage avec l'auditeur, lui dire voilà, il y a deux formats pour l'application, donc il faudra passer les deux et puis négocier au moment de la phase de cadrage le tarif pour qu'il ne vous fasse pas payer double, sachant qu'il y aura probablement des éléments qui vont se recouper d'un format à un autre. Ça, c'est voilà, à négocier avec l'auditeur dans ce cas-là. Voilà. Et par exemple, alors il y a des exceptions. Donc par exemple, si pour un type d'architecture, il y a une partie de l'application ça va être par exemple le cas pour les LGO, une partie de l'application où il n'y a pas de données de santé à caractère personnel. Donc on a pu l'observer notamment pour certains LGO, on a une application de commande en rayon qui est sur tablette, donc qui est mobile, alors que le reste de l'application est soit en client lourd, soit en format web. Du coup, ce morceau-là de l'application, s'il n'y a pas de données de santé à caractère personnel, voilà, on n'exige pas de votre part de réaliser un test d'intrusion dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le logiciel de santé et l'endroit où sont stockées les données de santé à caractère personnel qui peuvent avoir de la valeur pour un attaquant. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu à quoi ressemble ce formulaire qu'on a évoqué pour que ça soit plus concret. Et puis après, on prendra des questions si vous en avez. Hop, je vais repartir. Alors, je vais vous partager une fenêtre. Une petite seconde. Voilà, normalement, ça doit charger. Voilà, je pense que c'est chargé. Donc voilà, donc ce formulaire de test d'intrusion, donc il est au format Excel. On retrouve différents onglets, vous pouvez voir en bas. Donc en fait, il y a un ordre à suivre. Alors tout ce que je vous ai présenté là, en fait, avant sur le test d'intrusion et ce que je vous présente maintenant, pour rappel, c'est bien précisé dans le guide du test d'intrusion. Donc vous retrouverez toutes les infos détaillées dans le guide s'il y a besoin. Mais donc là, je vais vous présenter un petit peu voilà, concrètement comment ça se passe. Donc voilà, vous avez des onglets avec des numéros. Donc on commence par le numéro 1. Donc là, on attend de votre part de compléter le nom de l'application et sa version, par exemple. Voilà, version 2.3. Alors ça, c'est important en fait de bien préciser ici le nom de l'application et la version pour laquelle vous candidatez dans le cadre du Ségur. Parce que évidemment, si vous candidatez pour l'application test en version, je ne sais pas moi, 3.4 et que l'application qui est testée, on voit que c'est 2.3, forcément ça va pas correspondre et du coup ça va pas aller en fait au niveau du guichet conformité. Donc faire attention à ce que le nom rempli soit bien celui qui correspond à votre application avec la version pour laquelle vous candidatez. Bon, ici vous avez un champ qui est facultatif pour apporter des éléments de description sur l'application. Et puis donc il y a un champ qui est très important, qui est celui-là, le type d'application. Et donc c'est là en fait où vous allez choisir sur quel type d'application vous êtes. Donc ça peut être une application web, une application mobile, un client lourd en 3 tiers. Donc voilà, c'est un client lourd classique sur les architectures actuelles. Et puis, alors ça peut être le cas, c'est en général un peu exceptionnel, mais on peut retrouver des clients
lourds qui sont sur des architectures un peu anciennes, hein, sur du 2 tiers par exemple, donc où le client va taper directement sur la base de données, comme j'évoquais tout à l'heure. Et donc là, voilà, vous allez sélectionner ce cas de figure-là. Admettons, voilà, moi je suis sur une application web, je sélectionne application web. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, mon nombre d'onglets, il s'est restreint. Et là, je retrouve plus que, en fait, derrière un onglet base commune, un onglet application web, et puis après, un dernier onglet pour génération PDF et signature. Donc voilà, donc j'ai rempli l'onglet 1, je passe au 2, et donc 2, ça va être les points de contrôle qui concernent la base commune. Donc les points de contrôle qui sont communs pour toutes les solutions. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit peut-être plus confortable. Voilà, donc vous avez un onglet base commune avec les points qui vont concerner toutes les solutions, les points de contrôle. Un onglet application web qui là va vous concerner puisque vous êtes sur une application web. Pardon, hop, je vais zoomer. Et donc il suffit pour l'auditeur de compléter ces deux onglets. Donc à chaque fois, voilà, on retrouve un onglet avec un ID. Donc si vous voulez retrouver à quoi correspond ce point de contrôle, vous pouvez regarder dans le guide à quoi ça correspond dans le top 10 OWASP. Ça peut être intéressant pour bien comprendre ce que l'on cible ici. Vous trouvez donc la règle de sécurité à respecter. Donc voilà, par exemple, aucun des champs de mot de passe n'affiche ce dernier lorsqu'il est saisi et l'autocomplétion est bien désactivée sur l'intégralité des champs. Donc du coup ici, l'auditeur va avoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, 3 choix. Soit il dit que c'est conforme, oui, voilà, ça s'affiche en vert. Soit il dit que c'est pas conforme. Alors dans ce cas-là, il va pouvoir indiquer un commentaire. Soit il va juger que c'est pas applicable à votre contexte. Et donc là, il met non applicable, ça va s'afficher en gris. Et donc il va devoir dans ce cas indiquer ajouter un commentaire pour expliquer pour quelles raisons il pense que, de son point de vue, c'est pas applicable à votre cas de figure. Et puis, c'est très important, j'expliquais tout à l'heure, voilà, le niveau de gravité, vous le retrouvez dans cette dernière colonne. Donc en fait, là, quand je mets non, par exemple, comme c'est un point de gravité moyenne, c'est pas bloquant. Et donc si je reviens sur mon premier onglet, ici le résultat qui peut se modifier en temps réel, on voit que l'application, elle peut toujours être référencée. Parce que j'en ai qu'un, et donc je peux en avoir jusqu'à 10. Par contre, si par exemple le point d'en dessous, qui là est de gravité haute, si je le mets à non, là ça va être par contre bloquant. Et donc là ça va s'afficher en rouge. Donc voilà, on va faire le test. Hop, si je le mets à non, hop, voilà, enfin ça s'affiche en jaune en fait. L'application ne peut être référencée. Parce que là, c'est un point qui est bloquant. Donc dans ce cas-là, ce point-là, il faudra le corriger. Voilà, et puis donc lorsque vous avez tout complété, eh bien le résultat ici s'affiche, et à la fin, si ça reste en vert, l'application peut être référencée. Ça veut dire que vous n'avez pas eu de point de gravité haute pour lequel il y avait une non-conformité, et vous avez eu moins de 10 points pour lequel avec un niveau de gravité moyenne qui n'était pas conforme. Donc voilà, dans ce cas-là, tout va bien. Et donc voilà, donc la même chose pour la partie application web. Voilà, c'est pareil, on retrouve le même principe, hein. Oui, non, non applicable. Si c'est non applicable, on explique pourquoi. Et puis voilà, et puis une fois que tout est complété, vous allez aller au dernier onglet, onglet 4, voilà, qui sert à générer le PDF. Donc ici, vous allez choisir le répertoire vers lequel vous souhaitez mettre c'est l'auditeur en fait qui va faire ça, qui va choisir le répertoire vers lequel il souhaite l'envoyer. Il va générer le PDF. Et puis ce PDF, il faudra qu'il le signe électroniquement
si le résultat est concluant, et puis qu'ils vous le transmettent. Et c'est ce document qui sera la preuve que ce test d'intrusion a été réalisé avec succès et que votre application elle est bien référençable pour le Ségur Vague 2. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions, je pense que Léa en a traité une partie, mais je peux éventuellement Il en revenir reste un dessus. petit peu. Ouais, Ah, je crois alors, que Léa, je vais. Ouais, effectivement. Alors, j'en ai traité une partie directement dans le chat, mais je vous propose de reprendre du coup depuis le début celles qui sont restées en suspens. La première, c'était suite à la partie en fait exigence. Donc, j'imagine qu'elle porte sur l'IM 92. Samir Olmi nous demande de combien de temps est la durée de l'historicisation des changements de mot de passe des comptes à privilèges et si on peut se référer au password asset de l'Active Directory. mhm. Alors le temps d'historisation, ok. Alors sur le temps de conservation des traces, je comprends que c'est ça. En fait, tout dépend en fait du contexte. Pour ça, en fait, dans le cadre du Ségur, en fait, nous on vérifie pas pendant combien de temps sont conservées les traces. Parce que ça va être vraiment propre au contexte. Il y a notamment ça va être pour le RGPD en général, ce qui est recommandé par la CNIL, c'est 3 à 6 mois glissants en fait de conservation des traces. Néanmoins, si on est sur un dossier patient, la durée de conservation des dossiers patients, elle est de 20 ans. Et donc, voilà, la conservation des traces peut être plus longue. Donc, ça reste à l'évaluation et à la responsabilité en fait du professionnel de santé. Donc, vous, à votre niveau, vous pouvez proposer une durée par défaut qui correspond voilà, à un maximum et préciser dans votre documentation que le professionnel de santé a la possibilité de réduire éventuellement cette durée s'il estime que c'est pas pertinent de conserver les traces aussi longtemps, parce que vous imaginez bien, 20 ans, ça peut être un volume colossal de traces à conserver, c'est pas toujours pertinent de le faire. Et voilà, c'est vraiment adapté au contexte. Donc voilà, nous en tous les cas, dans le cadre du Ségur, c'est un point qu'on ne va pas vérifier. La durée de conservation des traces, c'est pas vérifié, même lors du test d'intrusion. Et voilà, alors, j'espère que ça répond à la question. Si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à reposer, à revenir dans le chat en précisant ce que vous auriez aimé savoir d'autre. Effectivement, il y a un autre éditeur qui rebondit sur ta réponse en disant qu'ils ont mis. Alors, du coup, j'imagine que c'est pas sur la durée des mots de passe, mais plutôt le nombre de mots de passe, d'anciens mots de passe utilisés qui sont en D'accord. mémoire. Et donc, il précise que nous avons mis 10 chez nous pour l'historicisation du mot de passe. Et il rajoute, à mon sens, c'est dans la PSSI que l'on décide de ça et de matcher ou pas avec la politique de l'AD. Pardon, excusez-moi, alors j'avais pas bien compris. Donc effectivement, ouais, c'est une très bonne pratique d'avoir un historique, voilà, par exemple une dizaine de mots de passe pour éviter que le même mot de passe soit réutilisé plusieurs fois. Donc ouais, c'est une très bonne pratique de faire ça. Il n'y a pas de problème. C'est pas forcément après quelque chose qu'on va vérifier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est recommandé par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, autant il y a eu une époque où il était plutôt recommandé de changer régulièrement de mot de passe, par exemple tous les mois, tous les 3 mois. Et aujourd'hui, c'est plus forcément ce qui est recommandé. On préfère parce que ce qui se passe, c'est que c'est du coup des mots de passe où les utilisateurs utilisent des moyens mnémotechniques, etc., pour réutiliser un peu les mêmes mots de passe. Et donc, il vaut mieux avoir un mot de passe un peu complexe
qu'on va garder longtemps, parce que ça sera quand même, pour un attaquant, ce sera difficile de le trouver, même si, voilà, même s'il dispose de plusieurs mois, plutôt que de renouveler trop régulièrement les mots de passe. Voilà, ça, je le dis, c'est plus à titre informatif, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on vérifie au niveau du Sécure. On a une autre question donc, dans le chat de Johan Aitichou. Bonjour, peut-on réaliser le test d'intrusion avec un accomplissement partiel des exigences Ségur ou est-ce bloquant? C'est complètement le test d'intrusion, il est complètement indépendant en fait des exigences du Ségur. Moi, je vous encourage, surtout si vous n'avez jamais fait de test d'intrusion de votre application, de le faire assez tôt, en fait, parce que ça va vous permettre tout de suite de voir s'il y a des choses à corriger, de vous donner du temps, en fait, pour les corriger et pouvoir être dans les délais du Ségur. Si vous le faites plutôt à la fin ou proche de la date de fermeture du guichet, vous risquez de courir un petit peu pour corriger les éventuelles non-conformités qui pourraient être trouvées. Donc moi, je vous recommande de le faire très tôt, même si vous n'avez pas traité les exigences sécurité par ailleurs, au moins vous aurez déjà une vision de cette partie-là et vous donnerez du temps pour le corriger. Et puis après, voilà, enfin, le test d'intrusion, il ne fait pas partie. C'est un prérequis pour valider l'habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect. Donc voilà, derrière cette validation de l'habilitation espace de confiance ProSanté Connect qui sera requise pour le Ségur. Mais vous pouvez faire les deux en parallèle, commencer par l'un, l'autre. Il n'y a pas vraiment il y a pas d'incidence voilà, enfin, si vous commencez d'un côté et que vous n'avez pas fini et que vous faites de l'autre côté, hein. Les deux peuvent être traités en parallèle. Et du coup, ça répond à une autre question qui a été posée par Yacine Belli, qui nous demandait si pour avoir accès à l'espace de confiance PSC, il fallait passer les tests d'intrusion ou si c'était uniquement pour le référencement. Voilà. Donc effectivement, en fait, les tests doivent être passés, quoi qu'il arrive, côté espace de confiance, qui sont un prérequis au référencement Ségur. Okay. On avait une autre question de Damien Franquet un peu plus tôt. Bonjour, doit-on vous notifier lorsqu'on effectuera le test d'intrusion pour que vos systèmes soient préparés? Alors je ne comprends pas la question. Alors il y a peut-être une confusion qu'en fait le test d'intrusion, il doit être réalisé sur un environnement de test, par exemple, que vous avez chez vous en fait. Voilà, j'imagine, enfin, votre application, vous devez la tester avant de la mettre en production, soit enfin, si vous êtes en SaaS sur vos plateformes ou soit chez l'éditeur si on est sur une solution on-premise, chez le professionnel de santé si on est sur une solution on-premise. Donc l'idée c'est de mettre à disposition un environnement de test qui va être utilisé par l'auditeur avec lequel vous allez contracter pour réaliser le test d'intrusion. En fait, enfin, nous, il n'y a pas d'impact sur nos systèmes, ou alors à moins que vous parliez peut-être du test d'intrusion proxy. Et donc, dans ce cas-là, donc c'est un test qui est réalisé sur un bac à sable. Alors, tout est décrit en fait au niveau du site web pour le test d'intrusion proxy. Et donc vous allez retrouver tous les éléments pour vous interconnecter. Et donc il y a effectivement un bac à sable qui permet de le faire. Mais donc tout est détaillé sur la page. Alors là, moi je pourrais pas vous le dire dans les détails, je connais moins cette partie. Mais voilà, mais il y a notamment un point d'échange qui est calé tous les vendredis sur cet horaire, par exemple, là, entre 15 et 16, où vous pouvez poser toutes les questions que vous avez sur l'habilitation espace de confiance ProSanté Connect et notamment ce test d'intrusion proxy. Très bien. Donc, on a reçu une autre question d'Alain. Ces exigences SSI sont-elles valables uniquement pour le Ségur Vague 2, opposable à l'ensemble des PS?
Mais si un PS ne souhaite pas adhérer au vu de la complexité pour son quotidien, y a-t-il obligation? Si oui, à quelle date? Et sinon, quel respect, enfin, si non-respect, quelle sanction? Alors, ça, enfin, je pense que c'est une question qui n'est pas propre aux exigences SSI, mais voilà, enfin, c'est une question plus générale sur le Ségur. Donc, le Ségur vague 2, il permet d'obtenir un certain nombre de financements pour les commandes qui vous sont passées. Et donc, si, effectivement, le professionnel de santé, il est libre de choisir d'installer la nouvelle version de votre application qui a été référencée Ségur ou de rester sur son ancienne version. Mais donc dans ce cas-là, il bénéficiera pas et vous non plus du coup, des financements qui correspondent à la version référencée Ségur. Je sais pas si ça répond à la question. N'hésitez pas, hein, si jamais je réponds à côté, de repréciser dans le chat et j'essaierai de répondre. Ta réponse semble convenir à la personne qui avait posé la question, et elle demande si donc le test d'intrusion, il devrait être réalisé les années suivantes et à quelle fréquence? Alors, le Ségur, c'est entre guillemets du one shot. Une fois, en fait, on vérifie au niveau du guichet l'ensemble des preuves que vous fournissez. Donc, on vous demande juste de passer le test d'intrusion une fois. Donc, c'est juste ça qui sera validé dans le cadre du Ségur. On ne va pas aller vous revoir les années suivantes pour vérifier que vous continuez à le faire. Par contre, pour moi, c'est une bonne pratique de sécurité qu'on vous encourage à poursuivre si vous ne le faites pas encore. Voilà, c'est bien au moins à chaque version majeure de votre application, de votre solution, de réaliser un test d'intrusion pour vous assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité qui pourra avoir un impact avant de les mettre, de les commercialiser, de les mettre en production. Voilà, c'est une bonne pratique qu'on recommande voilà, de faire, enfin, c'est important de le faire de façon régulière pour que ce soit efficace. Ouais. Évidemment, il y a Et des vulnérabilités qui sont découvertes voilà, tous les jours, et donc voilà, ça a du sens de le refaire régulièrement. peut-être pour préciser, dans le cadre du Ségur, on est bien sur un one shot, mais pour, l'habilitation espace de confiance, effectivement, comme certains éditeurs le soulignent, c'est à renouveler tous les 3 ans. Ah oui, par exemple, Voilà. oui, par contre, effectivement, vous avez raison de le préciser. Pour l'espace de confiance Pro Santé Connect, ce sera voilà, ça sera attendu tous les 3 ans, effectivement. On vous demande de réaliser à nouveau ce test d'intrusion. Oui, oui, c'est une bonne remarque. Et merci pour ceux qui l'ont précisé dans le chat. Donc je reprends le fil des questions. Donc Magali Bignon nous demande: «Les tests d'intrusion du LPS sont-ils indépendants du proxy e-santé qui sera utilisé?» Oui, effectivement, le test d'intrusion LPS, il porte uniquement sur la solution. Et donc c'est le même pour toutes les solutions, quel que soit. Donc bien sûr, ça va varier comme je vous l'ai montré en fonction du type d'architecture, si c'est du web, du client lourd, etc. Mais voilà, c'est le même test d'intrusion. Donc derrière, quel que soit le proxy que vous choisissez, voilà, ce sera le même test d'intrusion à réaliser. Par contre, voilà, il y aura un test d'intrusion propre au proxy. Et voilà, et donc les éléments peuvent varier sensiblement en fonction du type de proxy que vous allez utiliser. Et voilà, si vous passez par un tiers, si vous développez votre propre proxy, voilà, ce ne sera pas exactement les mêmes choses à voir. Et si vous avez des questions qui portent plus précisément sur ce test d'intrusion proxy, encore une fois, voilà, il y a possibilité de vous connecter le vendredi après-midi là sur la visio qui a été mise en place de 15 à 16 pour poser vos questions en direct.
Et donc, la dernière question dans le chat à date, donc c'est Yacine Belli qui nous demande on ne peut pas avoir un accès sur l'espace de confiance sans test d'intrusion pour débloquer le passage des agréments qui demandent le PSC comme prérequis. Pardon, il y a un point d'interrogation à la fin, du coup. Le message est de 15h12. Ouais, je le vois. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Je sais pas si tu la comprends mieux que moi, Léa, n'hésite pas à répondre, sinon on peut peut-être permettre à la personne d'intervenir pour préciser. Du coup, tu peux me redire le nom de la personne si je peux débloquer un micro, ce sera plus facile. Yacine Belli. On va vous débloquer le micro. Dans Ah bah voilà, je le vois. Sinon, peut-être si vous levez la main, ça me permet de vous retrouver dans la liste de tous les Je viens participants. de... Ah, Ouais, c'est bon. voilà. C'est Je bon? viens de débloquer, hein, normalement. Normalement, vous devez Donc là, pouvoir vous devez juste prendre la parole. débloquer de votre côté, Yacine, et parler. Donc c'est juste le micro juste fermé chez vous. Ouais, on vous entend pas. Si vous arrivez à... Le micro est pas bloqué, mais il est fermé. Ouais, il faudrait juste ouvrir le micro. Ah, Si mais vous y ça arrivez. arrive. Ah. Bah oui, visiblement, la personne n'y arrive pas, enfin ne peut pas. Ah. Ce cas-là, c'est déjà produit. Bizarre. Mais effectivement, bon, bah, la dernière fois que ça s'est produit, il n'y avait rien à faire. Donc, Ah, c'est dommage. Désolé. Sinon, ouais, n'hésitez pas à expliquer sur le chat. On va, voilà, prenez votre temps. S'il y a d'autres questions entre deux, on va les prendre et puis on vous répondra après. Il y a d'autres questions? On a raté d'autres? Je vais reparcourir le chat, mais il me semble qu'on a couvert toutes les questions pour l'instant. oui, moi aussi, j'aurais dit la même chose. Oui. Ok. On va laisser Monsieur Belli préciser un peu sa question. Entre deux, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Il nous reste encore un petit peu de temps pour les traiter. Après, vous pouvez toujours aussi poser vos questions sur l'espace authentifié. Ouais, bien sûr. Sinon, la question de Monsieur Belli, je pense que ça portait sur le lien entre l'espace de confiance et ensuite le Ségur. Juste, alors, je ne sais pas si ça va répondre, mais en fait, il y a je vois qu'il y a un message qui vient d'être posté. Pour pouvoir passer les agréments, NSTMP, CNDA exige d'avoir le PC espace de confiance et vu qu'on doit passer tous les tests d'intrusion avant, pour pouvoir passer les agréments, est-ce que peut faire les tests d'intrusion à la fin pour le référencement, mais pas pour ProSanté Connect. Euh, euh, Effectivement, donc pour passer les agréments INS DMP. Alors pour moi, l'habilitation. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je comprenais pas. Je vois que quelqu'un a répondu parce que j'étais un peu perdu là dans la partie agrément. Et effectivement, les agréments, ce qu'a répondu la personne, c'est que les agréments se font sur le bac à sable ProSanté Connect et que du coup c'est disponible sans test d'intrusion. Je pense désolé, hein, je ne l'avais pas bien compris parce que j'avoue que c'est quelque chose que je maîtrise moins. Mais d'accord, donc je pense que ça a dû répondre à la question. Ouais, c'est parfait. Merci. Monsieur Martin, là, j'ai activé votre micro. Vous pouvez peut-être le débloquer de votre côté si vous voulez parler.
Le son n'est pas bon, c'est-à-dire que votre micro est bien débloqué, mais alors le son est très mauvais. Là, c'est un peu... On vous entend très mal, je suis désolé. Oui, c'est pas, on peut pas, ouais. Dommage. Je pense qu'il y a des... Vous entendez mieux, c'est toujours pas le cas. C'est mieux, beaucoup mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Et pour déposer les compatibilités, il faut d'abord qu'on ait validé un certain nombre d'ensembles au niveau de l'espace de confiance. Donc, là, on là que on ne peut pas commencer à faire des tests sur le bac à sable. Il faut d'abord qu'on soit validé en espace de confiance, contrairement à ce qu'il dit dans ce webinaire. Donc, à savoir un peu ce qu'il en est, parce que j'ai des informations discordantes. Alors, j'ai entendu une partie, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je comprends qu'en fait, pour l'habilitation espace de confiance, en fait, il y a le test d'intrusion qui est requis. Et ce que vous dites, c'est que pour passer les agréments, il faudrait... Oui. En fait, si vous voulez, l'obtention du prérequis de maturité technique qui intègre le test d'intrusion est obligatoire avant d'engager toute démarche d'obtention d'une homologation à la DMP compatibilité sur le périmètre PSC. Donc, moi, ce que je comprends, il faut d'abord qu'on soit OK pour le proxy santé. Quand on a dans l'espace de confiance, c'est une pièce qu'on dépose dans l'environnement de pouvoir demander une homologation en DMP sur la base du package 2.10. Alors, je suis désolé, je suis pas sûr de tout comprendre, on n'entend pas très bien, et c'est pas, en plus, c'est pas un sujet que je maîtrise bien côté proxy, ProSanté Connect et échange avec le CNDA. Ce que je vous propose, éventuellement, c'est de nous faire un mail sur. Je vais vous mettre l'adresse dans le chat. Il y a eu déjà, je pense, pas mal de. Mais du coup, c'était pas des questions. Parce qu'hier, il y a eu un webinaire Pro Santé Connect, espace de confiance. Donc, c'est peut-être des questions qui sont venues après. Mais effectivement, c'est peut-être plus des questions pour Joachim. Ouais, je pense Ouais. ça concerne plus l'habilitation espace de confiance Pro Santé Connect. Donc, soit pour ceux qui n'ont pas vu le webinaire d'hier, je vous invite à le regarder si vous le souhaitez, parce que ça explique quand même pas mal de choses par rapport à ces questions, en tout cas au flow de l'ensemble. Et sinon, de reposer des questions comme ça détaillées. Enfin, idéalement, le mieux, c'est là, normalement, tous les vendredis je crois, maintenant, il y a les vendredis Pro Santé Connect, c'est 1 heure de questions-réponses avec Joachim. C'est même encore plus pratique pour vous que de poser des questions sur l'espace authentifié, mais je vous invite plutôt à faire ça, à vous connecter à la réunion des vendredis ou alors à poser des questions supplémentaires dans l'espace authentifié. Bon, en tout cas, déjà, je vois qu'entre vous, il y a eu des explications et ça a l'air d'être OK. Ouais. Effectivement, si jamais il y a des questions ou des choses des questions que vous posez après ou des choses auxquelles on n'aurait pas totalement répondu, je vous mets l'adresse mail générique sur lesquelles on prend toutes les questions, et éventuellement si c'est des questions qui portent sur l'habilitation, espace de confiance Pro Santé Connect, etc., où je suis pas forcément le meilleur interlocuteur pour répondre aux questions, mais je les renverrai vers le bon interlocuteur qui pourra vous donner des réponses. Et voilà. Et comme l'a dit Magali, il y a évidemment le créneau du vendredi 15-16 qui reste disponible pour permettre de poser les questions.
Ok. Alors, sur le manque de coordination, il y a beaucoup de coordination. Il peut arriver que vous ne l'apercevez pas tout le temps, mais il y en a énormément. C'est des sujets très difficiles. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes et chacun a une vision déjà assez large d'ailleurs que de son petit périmètre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous invite quand même et on répondra à vos questions si on n'a pas pu y répondre là maintenant parce que c'est pas exactement, enfin voilà, le périmètre est très large. Ouais, je suis désolé, je fais de mon mieux, mais après, je ne connais pas tous les sujets. On est beaucoup à travailler à intervenir sur le Ségur, et c'est vrai que quand on est sur des questions un peu techniques ou précises sur la partie Pro Santé Connect, c'est mieux de traiter avec les interlocuteurs qui maîtrisent parfaitement ce sujet-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Dans tous les cas. Ouais, il y a une question, une nouvelle question là sur un autre point. Monsieur Gensou. Alors en fait, oui, sur la durée de validité en fait d'un test d'intrusion. Donc en fait, le test d'intrusion que vous réalisez, enfin, il a une durée de validité d'1 an en général. Donc voilà, si vous avez réalisé votre test d'intrusion 1 an avant de le transmettre au guichet, c'est bon. Par contre, s'il est un petit peu plus ancien, effectivement, là, ça va poser problème parce que voilà, il peut y avoir des évolutions, enfin, il y a des choses qui peuvent être amenées à évoluer. Mais en tous les cas, voilà, si vous pouvez, je pense, assez facilement voilà, lancer votre test d'intrusion. Si la preuve, le rapport est fourni moins d'un an après la réalisation du test d'intrusion, c'est bon, il n'y a pas de souci. Merci. Bon, je vois qu'il est 15h28. Je vous propose de clôturer. Donc, je vous souhaite un bon week-end et peut-être au prochain webinaire de lundi. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.